Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao! Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle preview, et même nouvelle semaine, puisqu'on est lundi, et on est presque dans la dernière ligne droite avant le retour de la NBA, puisque ce sera demain. Là, on se préchauffe encore tranquillement, on grappille quelques heures de sommeil avant de ne plus dormir, ça va être exceptionnel. Bon, vous l'avez vu, on parle des équipes qui ont terminé deuxième de leur conférence, à savoir les Memphis Grizzlies à l'ouest et les Boston Celtics à l'est. Beaucoup de choses à dire, que ce soit sur la saison qui vient de s'écouler ou la saison qui va arriver. Donc, comme d'habitude, pas plus de blabla en introduction. On part directement direction le Massachusetts, ça va, pas trop mal, et les Celtics, c'est parti. The NBA is back. Du coup, vous le savez, les Celtics ont terminé deuxième de la conférence Est. Même bilan que les Bucks et les Sixers, 51 victoires pour 31 défaites. Une saison en mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde, j'ai écrit parce que c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Un début de régulière absolument catastrophique. En janvier, ils sont à 18 wins pour 21 défaites. Ils sont incapables de remporter un match même quand ils ont de l'avance. En fait, dans le quatrième quart, ils font que s'écrouler. T'as 15 points d'avance, au final, tu perds quand même le match. Enfin, c'est une catastrophe, cette équipe. On se demande s'il ne faut pas séparer Jason Tatum et Jaylen Brown, si Ime Udoka est un bon coach. C'est très, très compliqué. Au final, un petit tweet, je ne sais plus, Jaylen Brown ou Marcus Smart qui met un petit tweet en mode c'est bon, on a discuté, on a fait une petite réunion entre nous et en 2022 t'es juste la meilleure équipe de toute la ligue. T'envoies 33 victoires et 10 défaites, donc tout simplement un retournement de situation de malade. Tu remontes, tu pars de la 11e ou de la 10e place ou même 12e, ça se trouve, je sais plus, ils étaient vraiment bien crado pour arriver deuxième. Meilleure défense de la NBA. Sur les ratings, ils sont peut-être deuxième au final. Ouais, ils doivent être deuxième juste derrière les Warriors, mais c'est vraiment kiff-kiff. Une attaque qui se met en place, un Jason Tatum qui prend vraiment les rênes de cette équipe. Jaylen Brown, magnifique en lieutenant. Sur les stats, franchement, si tu comptais que l'année 2022, Jason Tatum peut être élu MVP largement. Au final, il finit à 27 points de moyenne, 8 rebonds, 4,4 passes, qui commence clairement à montrer de belles choses à la passe. Et ça s'est amélioré encore en playoff. Il avait surtout face aux Warriors du mal à scorer, mais à la passe il répondait vraiment présent. Jaylen Brown derrière, presque 24 points, autant de rebonds, un petit peu moins, 6 rebonds. Marcus Smart, énorme saison du meneur de Boston, défenseur de l'année, et oui, sur les stats défensivement, ouais, bon, il fait 1,7 interceptions par match, mais bon, c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on regarde, le hustle de Marcus Smart, le blabla sur le terrain, sur l'homme incroyable, les cheveux verts, tout ça, franchement, hyper propre. Marcus Smart, une saison de grand malade, une vraie saison de confirmation. Je sais plus quand est-ce qu'il signe son contrat, lui, ça devait être l'été dernier, et honnêtement, c'est énorme. Il a bien respecté son contrat. Dans la raquette, le duo Robert Williams à Horford qui fonctionne très très bien. Ils sont trop solides défensivement, c'est pareil. Enfin, en fait, le 5 majeur de cette équipe défensivement, c'est beaucoup trop fort. Parce que Tatum, pareil en playoff, il a aussi montré des choses incroyables. Brown, c'est hyper sérieux depuis qu'il est là. Marcus Smart, défenseur de l'année. Robert Williams, en termes de contre, il tourne à 2,2 blocs. Après, en termes de nombre, je sais pas, il doit être dans le top 5 ou top 3 des meilleurs contreurs de la ligue.
Al Horford, j'ai même pas besoin d'en parler, c'est exceptionnel. Donc voilà, une défense énorme. Et puis sur le banc, c'est pareil, ça fait un très très bon travail. Gros big up à Grant Williams qui sort du banc, qui a fait quelques matchs en titulaire, mais pareil, hustle de fou. Josh Richardson, un passage assez moyen. D'ailleurs, il sera remplacé presque poste pour poste par Derrick White, qui lui, il arrive après la deadline et il fait pareil. Il passe de moyen aux Spurs à très très bon à Boston. Fallait rajouter un peu de spacing. Bon, le pourcentage est assez crado, mais il est là pour ajouter du spacing, ça fonctionne. Dennis Schroeder, qui est envoyé à la deadline chez les Rockets. Le fit était pas tip top, honnêtement. Dennis Schroeder, ça s'intègre pas de ouf dans cette équipe. Il est envoyé chez les Rockets. Tu as le retour de Daniel Tice en sortie de banc dans la raquette, c'est très très bien. Et puis tu as aussi Peyton Pritchard. Bon, alors lui, si tu veux du tir à 3 points, voilà, 41% au tir du parking. Hyper propre Peyton Pritchard en sortie de banc. Il y a eu quelques phases où il a fait hurler le TD Garden. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Aaron Nesmith. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par les Celtics, hein. 28 joueurs utilisés au total. C'est vrai que tu as quelques bobos, je crois. Robert Williams, voilà, un peu injury prone. Brown aussi qui doit manquer quelques matchs à cause des blessures. Mais globalement, cette équipe, elle fonctionne très très bien. Udoka, il a vraiment mis en place une équipe qui tourne. Je regarde un petit peu si j'ai oublié des gars qui sortent du banc. Derrick White, j'en ai parlé. Grant Williams. Peyton P. Oui, bon, après, voilà, t'as quelques joueurs. Juancho Hernan Gomez qui vient faire quelques trucs. Luke Cornett. Enes, oh là là, Enes Freedom. Ouais, non, moi, pas besoin d'en parler d'Enes Kanter. Mais voilà, cette équipe a fait une remontée exceptionnelle en se basant sur une énorme défense. Et t'arrives en playoff. Et là, on se dit, waouh. Ils arrivent en playoff alors qu'ils viennent de tout casser en 2022. Ça peut faire très très mal. Et en effet, ça commence directement. Tu sweeps les Nets. Il n'y a pas de débat possible. Premier match un peu serré qui se termine sur un buzzer de Tatum. Et après, c'est une dérouillée complète. Jason Tatum, il est démonte. Je crois qu'il finit presque à 30 points par match. 30 points de moyenne. Ouais, 30 points par match, ça fonctionne, ça fonctionne. 30 points de moyenne sur la série. Il défend comme un ouf sur Kevin Durant. Là, on voit vraiment. Il n'y a pas une passation de pouvoir, puisque KD, c'est KD, mais Tatum, il rentre vraiment dans la discussion. Oula, attendez, c'est qui le meilleur ailier de NBA déjà là? Parce que Jason, il nous montre des trucs de grands malades. Surtout qui confirme après, face aux champions en titre, tu sors les Bucks en 7 matchs avec un Tatum exceptionnel au match 6. Je rappelle, je l'ai déjà dit, mais les Bucks menaient 3-2 sur la série et Jason Tatum qui sort un match de malade, 46 points, 9 rebonds, 4 passes, exceptionnel. Après, ça finit le travail, comme je l'ai déjà dit, le match 7, c'est une boucherie. Les Celtics démontent les Bucks. Après, encore une fois, 4-3 en 7 matchs face au Miami Heat, champion de conférence Est. Non, du coup, pas champion de conférence Est, je dis des bêtises, qui termine premier, mais le champion de conférence Est, c'est celui qui va en finale NBA, donc ce sont les Celtics. Donc pareil, 4-3. Là, par contre, tu menais 3-2, tu te fais un petit peu flipper, puisque Butler fait un match 6, lui, là, maintenant, à son tour de malade. Et puis la défense de Miami, tu vois que c'est pas la même chose. Les Brown, Tatum, c'est un peu plus de mal. Mais tu passes quand même, t'es champion de conférence Est et tu arrives en finale, tu mènes 2-1 face aux Warriors. Mais bon, fatigue, t'as fait 2 séries en 7 matchs, tu t'es tapé des équipes de dingue finalement. Expérience aussi, les Warriors ils étaient en mission. T'as un Stephen Curry de gala complètement fou. Pour le coup, il a mis Marcus Smart dans sa poche. Là, le deep il a pas pu faire grand chose. Et pareil, Jason Tatum un petit peu en deçà. T'as des très très belles phases de Jalen Brown, si je me souviens bien, offensivement, sur des matchs un peu chelous. C'est vrai qu'il y a pas eu, il y a eu quelques blowouts sur ces finales NBA, hein. Le premier notamment, je crois, où les Celtics remportent le match. J'ai pas envie de dire de conneries, mais pas de 30 points. Enfin, il y a un truc de ouf qui se passe là sur le dernier quart. On pensait vraiment qu'ils avaient pris l'ascendant, mais non. Les Warriors, trop forts, à l'expérience.
Et comme je l'ai dit, un peu de fatigue, la découverte des finales NBA, ça fait la différence. Donc, tu rates le coche, mais ta saison est quand même bien réussie. Quand tu as un changement de coach, tu as les joueurs pour aller soulever ce trophée. Mais quand tu vois d'où ils partent, fin 2021, et où ils arrivent, honnêtement, la saison est une réussite côté Boston. Et puis, du coup, il fallait confirmer ça à la draft et à l'intersaison. Et honnêtement, Brad Stevens, chapeau. J'applaudis, on n'entend pas, mais j'applaudis. Brad Stevens, ça fait un été de dingue. Pas énormément d'arrivées et de départs. Tu as quand même pas mal de départs, mais surtout anecdotiques. On verra, puisque c'est surtout Daniel Tice qui fait mal, qui était très très bon en sortie de banc dans la raquette, qui apportait un petit peu ce côté nasty dans la raquette, que tu vas pas forcément retrouver, mais du coup, Daniel Tice a été échangé contre Malcolm Brogdon. En gros, t'envoies Daniel Tice, Aaron Nesmith, Nick Stauskas, il y a peut-être un petit tour de draft et deux trois autres joueurs, mais c'est pas le plus important. Et tu récupères Malcolm Brogdon. Et ça, c'est immense. Surtout que au début, on le voyait à côté de Marcus Smart. En fait, il sortira du banc. Et laissez-moi vous dire qu'il a un gros potentiel de sixième homme de l'année, Malcolm Brogdon, puisque quand tu lui donnes le ballon et tu lui dis tiens vas-y joue avec les role-players autour de toi, ça fait très très mal. On parle d'un mec qui peut être titulaire indiscutable dans beaucoup d'équipes, un mec très propre, capable de beaucoup de choses, bonne défense, il peut scorer, il est propre, 3 points, mi-distance, bref, il a des très très bons pourcentages, il a une belle vision de jeu, j'adore cette arrivée, franchement c'est énorme, il te fallait, t'avais pas vraiment de sixième homme, oui, t'avais du Derrick White qui se débrouillait bien, Grant Williams, mais t'avais pas ce mec qui était capable de porter le ballon et de distribuer le jeu en sortie de banc, c'est fait et c'est très très propre. Tu as l'arrivée aussi de Danilo Gallinari, 2 ans et 13 millions, scoring, spacing, une arrivée parfaite selon moi, mais une arrivée qui va pas se faire tout de suite du coup, puisque saison blanche pour l'Italien qui s'est pété, alors je sais plus, non c'était pas un match d'Euro, c'était un match de préparation à l'Euro de qualif pour la Coupe du Monde de l'année prochaine. Ligament croisé pour Gali. Du coup, pas d'arrivée au final. Mais il est quand même d'auto roster. On verra s'il pourra jouer peut-être en playoff. C'est une arme offensive intéressante. Pour combler, on va dire, un petit peu le départ de Tice et la blessure de Gallinari, il te fallait du monde dans la raquette. On va voir la raquette de Boston. Ça va pas être le Brésil en ce début de saison. Du coup, tu récupères un petit Blake Griffin qui n'avait pas encore de contrat. Il te fallait, je l'ai dit, un pivot poste 4 qui puisse sortir du banc. J'aime beaucoup cette petite arrivée. Blake Griffin, c'est plus le Blake Griffin qu'on connaissait, mais on a vu chez les Nets, il a été capable de faire de très belles choses. Il est capable d'apporter de son côté athlétique, petit tir à 3 points, ça peut quelquefois passer. Donc j'aime bien aussi cette arrivée de Blake Griffin et il doit avoir signé pour un minimum vet, un truc comme ça. Donc ça te coûte rien, c'est nickel. Voilà pour les arrivées, les départs. Globalement, j'ai mis aussi le départ d'Ime Udoka, puisque je suppose que vous l'avez vu, petit problème judiciaire, on va dire, des adultères avec une membre du staff de Boston, je crois. Il y a eu aussi d'autres histoires avec une femme de proprio. Bref, je ne vais pas m'étaler. Il y a une enquête qui est en cours. En tout cas, ça sent pas très 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 bon. Donc Brad Stevens a décidé de le suspendre pour la saison prochaine. Et ce sera Joe Mazzulla à la place, qui est dans le staff depuis assez longtemps en tant qu'assistant coach depuis 2019. Hyper jeune, il a 34 piges, donc c'est l'un des coachs les plus jeunes. J'ai pas fait le tour, mais il y a quoi? Il y a Taylor Jenkins qui doit être jeune. Le gars de. Le coach de Minnesota aussi, j'ai pas son nom, mais il doit être assez jeune, ou alors je dis une énorme ânerie, bref, vous me reprendrez. Donc ce sera intéressant de voir ce qu'il va faire. Il a aussi des affaires judiciaires au cul, mais c'est des trucs qui remontent pas mal, mais on sait jamais, ça peut ressortir. Bref, du coup, c'est un beau bordel sur le banc de Boston, et c'est pas fini, on va se projeter tranquillement sur la saison 2022-2023. Au début de saison, là, t'as pas de Gallinari, j'en ai parlé, un nouveau coach, et Robert Williams qui est blessé, qui doit manquer, je crois, 1 mois ou 2 mois depuis. C'est quoi la dernière update que j'ai? Le 20 septembre.
4 à 6 semaines. Donc voilà, faut compter, c'est ça, 1 mois ou 2 mois d'absence pour Robert Williams. C'est pas bon du tout. Tu as des gars qui vont pouvoir le remplacer. Tu vas pouvoir mettre Al Horford sur le poste 5. Grant Williams qui va forcément rentrer, je pense, dans le 5 majeur. Jason Tatum. Et puis Marcus Smart, Jalen Brown sur le bas court. Mais franchement, ça va être un petit peu tendu. Ton banc, il va être un petit peu court avant le retour des blessés. Et tu vas avoir des rotations qui vont être un petit peu galère à faire. Alors, c'est bien, tu as l'avantage d'avoir Jason Tatum qui peut jouer poste 2, poste 3, poste 4. Al Horford, poste 4, poste 5. Blake Griffin également. Grant Williams. Tu peux déplacer les joueurs comme ça. Derrick White, j'en ai parlé, Malcolm Brogdon, c'est bien. Évidemment, Jalen Brown qui peut être sur le poste 2 ou sur le poste 3. C'est pas mal, mais j'ai peur que les minutes soient un peu gonflées sur le début de saison. Faut pas cramer non plus tes joueurs, mais tu vas pas trop avoir le choix parce que sinon derrière tu as du Noah Vonleh, ok, du Luke Cornett, c'est pas tip top. Après tu as Sam Hauser, je vois des noms là que je connais pas forcément bien. Donc ça peut être des bonnes rotations, tu as des bons joueurs, mais il va falloir gonfler les minutes. En plus, tu as un nouveau coach, il va falloir voir comment ça se passe avec lui. Donc il y a quelques doutes, honnêtement, sur le début de saison de Boston, après ce qu'ils nous ont montré, malgré la continuité qu'ils ont. Par contre, il y a aussi des certitudes. Tu as un groupe qui reste presque inchangé par rapport à ce que tu viens de... avec la très belle épopée que tu viens de faire. Tu rajoutes Malcolm Brogdon, qui est un gars sérieux, il sait qu'il est là pour sortir du banc, il va pas aller chercher la lumière. Il va clairement finir les matchs, je pense. T'as des beaux potentiels de death line-up là, avec du Marcus Smart, du Malcolm Brogdon, Jalen Brown, Jason Tatum et Al Horford, le temps que Robert Williams soit pas là. On verra. T'as des très beaux 5 à mettre, en tout cas sur le papier. T'as l'un des meilleurs duos de la ligue. Ça, c'est aussi une certitude. Franchement, le duo des Jay Brothers là. Surtout en playoff, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de trucs incroyables, que ce soit offensivement, défensivement. Si Jason Tatum est un peu en deçà offensivement, il est capable de distribuer le ballon et Jalen Brown est clairement capable de prendre le rôle de leader offensif, aller amener du scoring, que ce soit à 3 points, en pénétration. Il est vraiment capable de prendre ce rôle-là. Donc franchement, des deux côtés du terrain, ça discute. Hein. T'as Kawhi et PJ, évidemment, eux ils ressortent dans toutes les discussions. LeBron, AD, il y a beaucoup de duos qui sont bons, Kyrie, KD, mais des deux côtés du terrain, si jeunes, puisqu'ils sont encore assez jeunes, je pense, tous les deux 98 Tatum et Jalen Brown 96. Donc si jeunes qui vont rentrer vraiment dans la force de l'âge et tout péter. Attention, ça peut faire très très mal cette saison. Pareil, une autre certitude, tu as une défense qui va être élite, qui va être élite, puisque bah je l'ai dit, ton groupe il reste inchangé, tu as des mecs qui ont faim, qui défensivement, tu peux largement aller chercher la meilleure défense de l'année, encore une fois, du côté de cette équipe de Boston. Clairement, je ne vais pas répéter les noms, vous avez compris, tu as des mecs hyper sérieux. Et une autre certitude, c'est que bah, l'objectif de Boston cette année, c'est de retourner en finale NBA. Vu que tu veux continuer de t'améliorer, le but du jeu c'est de retourner en finale, être champion pourquoi pas. Ça va être compliqué comme je l'ai dit, nouveau coach, voir comment ça fonctionne. Les blessures ça va être attention, tu as quelques joueurs qui sont injury-prone dans ce roster, mais tu as clairement l'objectif en tête, tu peux clairement y arriver. Ils nous l'ont montré une première fois avec les ajouts Gallinari, les Griffin j'aime bien, Brogdon j'en parle même pas. Tu as largement la possibilité de retourner en finale NBA. Et il va falloir que ce soit le cas, sinon ce sera une déception. Comme pour les Bucks, les Sixers. Ouais, il y a du monde à l'Est. Hein. Il y a du monde. Ça va faire. Là, pour les places de finalistes de conférence, déjà, va falloir s'accrocher. Mais j'y crois. Honnêtement, Boston, ils peuvent clairement aller chercher le top 2 une nouvelle fois. Top 1 ou top 2. Je l'ai dit avec les Bucks. Est-ce que c'est l'équipe qui a le plus de certitude à l'Est avec les Bucks ? Presque. Tu as là les petits problèmes de blessure et les gros problèmes au niveau du coaching. Mais Ime Udoka l'année dernière, il nous a montré. Coach rookie, il a été capable d'aller très loin. Je vois pas pourquoi Mazzulla, il pourrait pas faire la même chose. En plus, il est dans l'équipe depuis longtemps. Il connaît Brad Stevens. Il connaît les jeunes. Il les a développés. Donc, il y a largement la possibilité d'aller faire la même chose. Est-ce que c'est une équipe que je mettrais deuxième derrière les Bucks ?
vu que je me suis mouillé sur les Bucks, clairement, hein, top 3 Boston cette saison. Tu peux largement aller viser ça. Et puis offensivement, pareil, offensivement, je me fais pas de problème. Jason Tatum qui a la possibilité d'aller gratter le titre de MVP. J'en parlais un petit peu sur les dernières équipes. T'as un bon candidat là au titre de MVP. Donc voilà, pour les Celtics, je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a pas grand chose à dire. Vous l'avez vu, un roster de fou, une équipe capable de défendre. Offensivement, tu as des certitudes. Attention aux blessures, attention au coaching. Et tu vas le plus loin possible, c'est-à-dire le mois de juin. Donc ouais. Dites-moi ce que vous pensez des Celtics. Est-ce que vous les voyez retourner en finale? Est-ce que vous les voyez soulever le trophée de champion NBA à la fin de la saison? J'ai mis une petite story sur Insta, j'ai vu que des gens avaient répondu Boston, donc je vois que vous êtes chaud sur les Celtics. Maintenant, on va passer du côté de la conférence Ouest avec les Grizzlies. Oh là là là, gros kiff en perspective. C'est parti, let's go dans le Tennessee. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Really? It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Les Grizzlies ont terminé deuxième de la conférence Ouest. Un bilan de 56 victoires pour 26 défaites. Et je pense surprendre personne en disant que c'est la plus grosse surprise de l'année dernière. Qui voyait Memphis top 2 à la fin de la saison? Personne. Même les plus grands fans de Memphis, à mon avis, ne pouvaient pas se permettre de dire ce genre de choses. Donc énorme surprise et en même temps tellement logique quand tu vois le déroulé de la régulière. Un envol de malade, une attaque complètement ahurissante, une défense tout aussi forte puisque ça fait partie des équipes qui terminent dans le top 5 des offensives, des ratings, top 5 offensive rating, top 4 defensive rating, une équipe hyper jeune mais qui fonctionne hyper bien avec un coach qui a compris quoi. Taylor Jenkins, c'est un très très bon coach. Il n'est pas passé à grand chose d'avoir le coach de l'année, le trophée de coach de l'année, mais ce n'est pas pour lui, on en parlera, de Monty Williams. Et pourtant, début de saison assez compliqué, et sur mes notes je vois 9ème, 10-10 après 20 matchs. 9ème, voilà, c'est plutôt là où on les attendait, mais je l'ai dit, un collectif hyper solide, avec une superstar en tant que franchise player. Ja Morant, il va... Déjà, les fans ont pris la locomotive, mais attention, ce n'est que le début, puisque c'était sa 3e saison. Ça va très très vite, très très haut, très très fort. Ja Morant, MIP et All-Star, franchement indiscutable. Presque 27 points ou 27 points, 27,4 points, presque 7 passes, presque 6 rebonds. Et voilà, sur le terrain, c'est incroyable. Incroyable, je suppose que tout le monde a vu les highlights de Ja Morant, le contre les Lakers, les dunks, le buzzer beater avec la passe de Steven Adams, enfin bref, un mec qui remplit bien les top 10 et ça fait plaisir. Et autour de lui, je l'ai dit, un collectif solide, puisque de toute manière, il manque 25 matchs, Ja Morant, cette année, et j'ai pas sous les yeux, mais c'est quoi? C'est 20 victoires pour 5 défaites, en fait. Cette équipe, elle est presque meilleure sans Ja Morant, c'est énorme. Défensivement, en tout cas, c'est vrai que bon, lui, il n'est pas tip-top défensivement, donc défensivement, quand il n'est pas là, ça rigole pas du tout, grâce à des mecs comme Dillon Brooks, qui a longtemps été blessé, mais il avait fait de très bons playoffs en 2021, et là, il a été moins en forme, on va dire, mais tu as un Desmond Bane qui, à côté de Ja, fait un travail incroyable, meilleur tireur de la franchise à 3 points, ou sur une saison. En tout cas, je crois que il a battu le nombre de 3 points rentrés par un joueur all-time chez les Grizzlies. Enfin bref, le mec est là depuis 2 ans, c'est beaucoup trop fort. Dillon Brooks, j'en ai parlé, gros soldat. Jaren Jackson Jr. qui fait une saison complète et qui est incroyable défensivement. All Defensive Team qui commence à artiller à 3 points. Attention, ça prend 5 tirs de loin et 32%. Bon, c'est pas hyper adroit, mais ça commence. Et c'est un très très bon poste 4 à côté de Steven Adams. Voilà, Steven Adams, c'est l'ours parmi les ours. Il est tellement bien dans son équipe. Défensivement, ça gobe du rebond offensif. Je crois Steven Adams n'a plus quoi savoir en faire.
Il prend presque autant de rebonds offensifs que défensifs. C'est clairement trop fort, Steven Adams. Et puis, tu as des mecs qui sortent du banc, les D'Anthony Melton, Ziaire Williams, le rookie qui s'est bien montré, Kyle Anderson, Tyus Jones. C'est presque les mecs les plus vieux, en fait. Brandon Clark, Kyle Anderson, Tyus Jones. C'est ça. Ce sont les vétérans de cette équipe des Grizzlies. C'est pour dire à quel point ils ont étonné. Et puis le kiff après les matchs, la gritty dance, tout ça. On en reparlera de ça, mais c'est vrai qu'ils nous ont bien fait kiffer, que ce soit dans le jeu ou autour du jeu. Voilà, je regarde un petit peu mes notes. Jaren Jackson Jr., meilleur contreur de la saison. Donc, tu as une équipe qui fonctionne très très bien, que ce soit offensivement, défensivement, des soldats à tous les postes qui savent ce qu'ils doivent faire pour gagner. Et donc, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Tu débarques en play-off avec l'avantage du terrain et tu tombes face à une autre jeune équipe qui a envie de bien se montrer et qui sort des play-in en mettant les 2 pieds sur la table de marque. Je parle bien des Wolves, une série complètement dingue. En vrai, les deux séries où les Grizzlies ont joué, c'était 2 séries incroyables, que ce soit dans le jeu et dans l'intensité, dans ce côté nasty, ça se bagarrait pour de vrai. Et donc tu passes face aux Wolves 4-2. Jack avait pas été terrible, mais Desmond Bane incroyable. Brandon Clark aussi, Brandon Clark qui fait des playoffs. Est-ce que j'ai les statistiques là en sortie de banc? Brandon Clark, ça donne que 12 points. Ouais, 12 points, 7 rebonds. Mais dans le jeu, oh là là, l'intensité du gars, c'est absolument incroyable. Desmond Bane, pareil, 18 points. Dillon Brooks, Jaren Jackson. Voilà, les gars, j'en ai déjà parlé. Et puis, tu t'inclines. Même score face aux Warriors, mais cette fois-ci, tu perds. Une énorme série également. Et Morant qui se blesse, qui a joué seulement 3 matchs, alors qu'il était vraiment incroyable sur les 3 premiers matchs face aux Warriors. Je vais aller choper les statistiques. Il y a un match en particulier, je crois, où il envoie 40 points. Non, il faisait 34 et 10 sur le premier, 47, 8, 8 sur le deuxième match où les Grizzlies gagnent justement, 34 et 7 sur le troisième. Il était absolument incroyable. Bon, ça, je pense que s'il jouait tous les matchs, ça n'empêchait pas les Warriors d'aller au bout de toute manière. On a déjà abordé cette équipe, donc tu t'inclines, mais tu fais une saison incroyable, que ce soit en régulière et en play-off. On ne s'y attendait pas du tout, et c'est fou. C'est fou, et ça va être compliqué de faire mieux. Ça va être compliqué de faire mieux, puisque déjà, on parle un petit peu de la draft et de l'intersaison. À la draft, tu vas choper David Roddy et Jake LaRavia, donc 2 postes plutôt intérieurs. David Roddy qui va être bien chez ces Grizzlies, on est encore dans le type de joueur hyper stokos. Je crois qu'il faisait du foot américain, si je dis pas de conneries, lui aussi à la fac. Donc on est vraiment sur un joueur qui sera dans la bonne équipe. Poste 4, poste 3 peut-être, je suis pas sûr. Tu récupères aussi le petit Kenny Lofton Jr. Petit c'est vrai, mais bien carré également. Voilà, tu récupères des gars à mettre sur le poste 4. Cette espèce de joueur très, très intriguant qui est Kenyon Lofton Jr. Un two-way contract sur la saison. Kenneth Lofton Jr. Kenny, ce sera plus simple. Petite sensation en Summer League, on voit son corps un peu grassouillé là, qui nous avait d'ailleurs en équipe de France, qui nous avait démonté en finale de... C'était quelle équipe? Les U22 là, U20, je me souviens plus. Donc hâte de voir ce que ça donnera Kenny Lofton dans cette équipe. À côté de ça, il n'y a pas énormément d'autres choses. Tu prolonges Ja Morant au max, évidemment, c'est une question qui ne se posait pas. Tu échanges, j'en parlais chez les Sixers, je ne me souvenais plus Danny Green, comment ça s'était fait le départ, mais Danny Green arrive dans un trade avec Roddy, je crois qu'il y a David Roddy en choix de draft. Mais on l'a dit, malheureusement, Danny Green ne jouera pas de la saison, donc c'est une arrivée un petit peu... On verra ce que ça donne, peut-être, si les Grizzlies vont en playoff, contre D'Anthony Melton. Et c'est là où l'été des Grizzlies est moyen bof, je trouve, puisque tu as D'Anthony Melton qui n'est plus dans l'équipe, qui était un joueur très important en sortie de banc, et tu perds aussi Kyle Anderson qui est allé du côté du Minnesota, donc c'est 2 joueurs qui étaient très importants en sortie de banc, et que tu remplaces pas vraiment sur le poste de D'Anthony Melton, là, au poste de guard.
T'as Tyus Jones, c'est nickel. T'as du Dylan Brooks, tu as du Desmond Bane qui peut faire le travail, Danny Green, pourquoi pas. Mais t'as pas le même profil surtout que, de toute façon, on va se projeter sur la saison 2022-2023, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur l'intersaison. Tu prolonges, je crois qu'il y a d'autres prolongations, mais bon, je les ai pas notées, donc vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'est surtout ça, en fait. 2 gros départs et des arrivées de très jeunes joueurs, surtout principalement du rookie. Cette équipe, ça se trouve, elle est encore plus jeune que la saison dernière. Bon, t'as Danny Green, ok, Danny Green qui fait monter la moyenne d'âge, mais, mais on parle de mecs qui, pour les joueurs les plus importants, c'est-à-dire les Ja Morant, les Jaren Jackson, ils ont moins de 5 ans en NBA. Donc c'est absolument incroyable de se dire que cette équipe, elle va potentiellement, je ne vais pas spoil ma prédiction, mais potentiellement faire aussi bien que l'année dernière, avec une équipe plus jeune que l'année dernière justement. Donc c'est assez incroyable. Mais du coup, si on doit se projeter sur la saison 2022-2023, le but du jeu, ça va être de faire mieux que la saison dernière. C'est souvent ce qu'on recherche. Pour s'améliorer, tu essaies de faire mieux que l'année dernière. Donc ça veut dire aller en finale de conférence, finir dans le top 4 de l'Ouest, pardon. C'est pas une mince affaire et je suis pas sûr qu'ils puissent y arriver justement. C'était ma question un petit peu, comment faire mieux que la saison dernière. Ça me paraît presque mission impossible. S'ils le font, tant mieux, je serai le premier à kiffer et à être surpris. Mais déjà, t'arrives avec une énorme cible sur le front. En début de saison, je l'ai dit, c'était une belle surprise l'année dernière. Les Gritty Dance, tout ça sur le parquet, c'est kiffant. C'est très très bien. Ja Morant, tu nous fais kiffer les photos là, les photos de groupe. C'est très marrant tout ça. Là, les autres équipes vont être en mode, ok, eux les jeunes là, ils font les fanfarons. On va les attendre de pied ferme, on va les démonter et ils vont comprendre que c'est pas comme ça que ça se passe en NBA. Donc j'ai un petit peu peur c'est comme quand t'es champion, comme voilà, quand tu fais une très très bonne saison. On a vu les New York par exemple, alors c'est pas tout à fait le même problème, t'avais des joueurs à intégrer, ça s'est pas très bien passé, mais tu fais une saison très surprenante et derrière, waouh, c'est compliqué de confirmer et de faire mieux. Donc déjà il y a ce point là. Ensuite, j'en ai parlé pendant l'intersaison, tu as des joueurs très importants en sortie de banc qui sont partis, Melton, Anderson principalement, des profils que tu n'as pas trop récupérés, à voir. Si Taylor Jenkins il arrive à développer ses rookies et qui sont absolument fous, bah écoutez, bravo et je pourrais rien dire. Et troisième point, c'est vrai que je l'ai déjà dit, là dans cette équipe, alors ça va falloir se battre pour avoir du temps de jeu, mais on a Kenneth Lofton Jr., David Roddy, Jake LaRavia, Eji Onu, Romeo Wims, Vince Williams Jr., Kennedy Chandler. Voilà, là j'ai cité 7 joueurs. Et ce sont tous des joueurs rookies. C'est absolument fou de penser un truc comme ça. Donc va être compétitif quand la moitié de ton roster c'est... Allez, non, presque la moitié. Presque la moitié, un petit peu moins de la moitié, un tiers de ton roster, c'est du rookie. Ça va être intéressant à voir. À côté de ça aussi, tu as des joueurs qui sont injury prone quand même. Ja Morant qui loupe 25 matchs, qui a un jeu hyper à risque. Alors certes, c'est vrai qu'on fait souvent la comparaison avec Derrick Rose. C'est pas tout à fait non plus le même type de physique. Derrick Rose est bien plus stock, il est très filiforme déjà, donc on va dire que tu retombes un peu plus doucement sur les appuis, quoique. Mais on l'a vu, donc 25 matchs manqués. Faut pas que ça devienne une habitude. L'année dernière, Dylan Brooks qui fait que la moitié des matchs. Là, tu commences la saison sans Jaren Jackson. Alors déjà, ça va être un petit peu plus compliqué. On va en parler après du 5 majeur. Absent jusqu'au moins en plus début novembre, ou non, fin novembre. Donc début décembre ou en janvier, ce qui va faire un petit paquet de matchs quand même. Pour le remplacer, tu as dans le même profil, on va dire, qui peut space, parce que c'est le but du jeu. Quand tu joues avec Steven Adams dans la raquette et Ja Morant au poste 1, il faut que tu aies du spacing. C'est pour ça que Dylan Brooks est là, pour ça que Desmond Bane est là. Il te faut un mec qui est capable de tirer. Et franchement, Brandon Clark, je le préfère en sortie de banc. Et puis, c'est pas trop son rôle d'envoyer du 3 points. Donc, c'est Santi Adalma, qui est genre sophomore.
où en fait, sur le poste 4, t'as personne d'autre, hein. Sinon, c'est du rookie, et c'est principalement du rookie qui va aller jouer sous le cercle. Donc ça peut être assez compliqué. Ça peut être assez compliqué. Il va falloir compter sur les jeunes. Une nouvelle fois. Ils nous l'ont prouvé une fois. J'ai hâte qu'ils nous le montrent une seconde fois. Pareil, sur le poste 3, là, tu as du Dillon Brooks qui peut jouer largement, qui est bien gabé. Ziaire Williams, il a intérêt à faire de sa saison de sophomore une grosse saison, je pense. S'il veut, il veut rester dans le projet. Ça va être assez chaud patate pour les Grizzlies. Je les vois pas performer autant que la saison dernière, pour être tout à fait honnête. Offensivement et défensivement, ils ont un potentiel, surtout défensif. C'est une équipe qui peut largement retourner dans le top 5 ou le top 10 défensif sur la saison. Offensivement, je me pose quand même plus de questions. Tu as d'autres joueurs à intégrer. T'as un back court, enfin des joueurs extérieurs là qui peuvent être absolument dingues. Ja, Brooks et Desmond Bane, ça peut faire partie des trios qu'on connaît qui tournent à 20 points de moyenne, que chaque joueur tourne à 20 points de moyenne, largement. Et l'année dernière, on y est pas très loin, je pense, puisque t'as 27 points de Ja, qui peut, lui il peut encore monter. Honnêtement, il a encore le potentiel. Et t'es à 18 de Baines, 18 de Brooks. Donc si tu veux mettre un peu plus de responsabilité offensive, vu que t'as pas Jaren Jackson, même si Jaren Jackson, combien de points il a envoyé ? 16 points, c'est quoi ? C'est 15 points, 16 points Jaren Jackson ? Voilà, c'est 16 points. Si tu veux un petit peu déléguer sur tes autres joueurs, on peut avoir un trio extérieur là comme ça qui envoie du point, envoie des bombinettes du parking, et qui fait le trio offensif, quoi. Donc j'espère qu'ils seront en forme. Pour me projeter un peu sur le classement, je l'ai dit, je les vois pas performer comme l'année dernière. Aller chercher l'avantage du terrain en playoff, ça me semble quasiment impossible, honnêtement. Donc pourquoi pas en 5-6. C'est vraiment le plancher qu'il faudrait se viser, le top 6. Je pense que dans leur tête, eux, ils sont en mode on va être premier à l'ouest, on va leur montrer, mais ça va être un peu plus compliqué que ça. Top 6, ce serait pas mal. Honnêtement, si tu te retrouves à rejouer le play-in, ça peut être tout de suite plus compliqué. On va se dire, dis donc, c'était juste une étoile filante en fait la saison dernière. Je pense pas, puisque vu que t'as Ja Morant, t'es parti pour avoir une bête d'équipe. Et puis Desmond Bane, c'est hyper sérieux. Dillon Brooks, c'est un peu plus tête cramée, mais ça peut le faire. Tête cramée, tête brûlée. Qu'est-ce que je raconte ? Donc à voir. Je les vois bien. On voit bien finir dans le top 6 quand même. Allez, on va leur donner ça aux Grizzlies. Vous, dites-moi, où est-ce que vous voyez les Grizzlies à la fin de saison 2022-23 ? Est-ce que je me suis complètement trompé ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont exploser et finir au top de la conférence Ouest ? Ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous voyez un Ja Morant potentiel MVP tout de suite ? On en parle, hein, il y a des joueurs, hein, tu passes du MIP au MVP, c'est pas... est-ce que c'est pas le cas pour notre ami grec Giannis Antetokounmpo ? Je crois pas. Il y a peut-être une saison entre sa saison de MVP et sa saison de MIP. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais donc dites-moi, peut-être potentiel MVP, Ja Morant. Est-ce qu'il y a un... Ah non, vu le nombre de matchs qui va manquer, j'allais dire un potentiel Deepoy avec JJJ, mais ça va être compliqué. Bref, donc dites-moi ce que vous pensez de ces Grizzlies. Moi, il est temps de vous demander de partager le podcast. Et évidemment, partagez, comme ça, le projet grandit. On ramène du monde, on ramène le plus de monde possible pour développer le projet. On arrive à la dernière preview demain. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et à demain pour les top 1. Miami Heat d'un côté, Phoenix Suns de l'autre. C'est le dernier jour. Et demain soir, demain matin même plutôt, puisque 4h du matin ça va piquer. On est devant le Lakers Warriors. Donc à plus et à demain.